Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 des rentrées d'octobre 2021. Donc pas de musique de jeu en entrée. J'ai mis la musique d'un CD que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est la bande originale du film de Ken le Survivant. En édition collection animé classique, numérotée. Je vais essayer de me trouver les autres versions de série. Alors je sais que pour Ken il existe la BO de la série. Et ainsi que la saison 2 de la série aussi. Donc vraiment sympathique au niveau des artworks. Donc là on retrouve bien les scènes du film et pas de la série, hein, quand Shin avec Rao. Et donc de la série animée classique, donc il y a plusieurs CD sympathiques, hein, franchement. Ulysse 31, Tom Sawyer, bon, Les Mondes Engloutis. Donc là on peut voir Ken le Survivant, volume 1, volume 2, donc la série TV. Ah, il y en a même 3. Hein. Il y a 2 de la série saison 1 et une de la saison 2. Bon. Ça va peut-être pas être facile à trouver. En plus, ils font pas les choses à moitié. Dedans, il y a des petites illustrations avec le résumé. Une parole de chanson qui a été traduite. Ainsi que des infos sur les compositeurs. Ça c'est une chanson et les auteurs et puis les scénaristes, tout ça, dessinateurs. Bon, vraiment cool ces éditions classiques là. Ensuite j'ai rentré une console collector PSP Limited Edition. Donc que j'ai trouvé à Easy Cash. Donc c'est la version Spider-Man 3 aux couleurs du super-héros avec le jeu et le film. Alors j'ai pas le jeu et le film. Bon ça va être facile à retrouver parce que sur Vinted il y en a plein. Et c'est des versions ne peut être vendues séparément. Donc mais ça coûte pas cher et ça va être facile à retrouver, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut voir le verso, il est noir mat. Et le recto, il est rouge, couleur collant super-héros. Donc c'est une version 2004. La boîte est en assez bon état. Elle n'est pas nickel, mais elle est pas mal. Et donc la console, donc avec un rouge vraiment particulier. Et le mat au verso. Donc qui rappelle les 2 costumes de Spider-Man. Avec le symbiote. Alors j'avais déjà une PSP rouge que mon neveu m'avait donnée, par contre en version 3004, pour montrer un peu la différence. Donc déjà les écrans c'est les mêmes, donc le rouge n'est pas du tout le même. Hein. Bon après les boutons de couleur noire, je pense que c'est par rapport à la version Spider-Man. Là on peut voir que le bouton Home ils l'ont changé en bouton PlayStation, avec une forme différente. Ainsi que ces 2 formes là de Select et Start, ils ont changé les formes. Et là-haut, il y avait le logo PlayStation. Ils ont remplacé par Sony. Bon, ils ont fait des petites modifs. Et derrière, l'arceau en alu. Ils ont réduit la taille de l'arceau. Un petit détail. Bon, c'est souvent ces parties-là qui s'abîment un peu. Là, on voit qu'elle est un petit peu usée. C'est le seul défaut de la console. Donc, je suis bien content de rentrer cette édition spéciale qui marche très bien. Voilà. On va continuer avec la PSP en présentant le premier jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti au début de la console. C'est le numéro 113. Donc c'est un jeu qu'on voit souvent en Platinum ou en Essentiel. Donc c'est le Gangs of London. Donc c'est une exclu PSP. Hein. Donc sorti en 2006. Donc c'est un spin-off de la série The Getaway qui était sorti sur PS2. Donc Sony ils avaient un peu surfé sur la vague des GTA. Ils avaient sorti leur GTA à eux. Donc le premier et puis la suite, ils avaient même poussé le vice à mettre un poster avec la carte au verso.
Vous avez vraiment copié la mode GTA. Que d'ailleurs, c'est pas des mauvais jeux. Hein. Donc celui-là, donc développé par la team Soho, hein, un studio anglais qui a été créé en 94. C'est une filiale de Sony. Et qui est devenu London Studio en 2001. Donc ils avaient déjà changé le logo. D'ailleurs, on peut voir sur les anciens. La team Soho, là. Donc c'est la même chose, hein, London Studio. Alors, on leur doit, la team Soho, on leur doit le Porsche Challenge sur PS1. Le Rapid Racer sur PS1, le Dropship sur PS2, et donc la série The Getaway. Donc édité par Sony. Alors c'est un GTA-like dans la ville de Londres, où des gangs se fritent entre eux. Donc il y a le gang londonien, le gang pakistanais, le jamaïcain, le russe et les triades chinoises. Donc il y a une 60aine de missions. Avec des objectifs à remplir, hein, comme un bon GTA. Et il y a quelques mini-jeux qu'on peut retrouver dans les pubs. Donc il y a des jeux comme des jeux de fléchettes ou de billard. À noter que ils ont fait un effort sur le verso de la jaquette. On va montrer plus en détail. Toujours avec ce rouge vif. Donc on retrouve un peu les protagonistes du jeu. Donc ça c'est un jeu que je voulais vraiment en version Black Label. Vraiment souvent quand on le voit c'est vraiment en version même un peu plus Platinum que Essentiel d'ailleurs. Bon, ils n'ont pas pu lutter face à GTA, hein, Sony, donc ils ont un peu lâché l'affaire au niveau de ce genre de jeu, mais ça reste un bon jeu. Donc là on va passer sur Xbox One avec un jeu qui est encore sous blister. J'ai trouvé à Carrefour à 50% réduction immédiate. Donc j'attendais de le trouver à ces prix-là. Donc c'est le Star Wars Squadron. Donc estampillé Xbox One et Series X, donc compatible sur les deux machines. Donc sorti en 2020, également sur PS4 et PC. Donc c'est développé par Motive Studio. C'est un studio canadien qui appartenait à Electronic Arts, qui a été fondé en 2015. Et ils nous ont fait la partie solo du Star Wars Battlefront 2, qui est sorti en 2017. Et là, ils sont sur le développement du remake de Dead Space, donc qui sortira prochainement, un jour, je sais pas. Je sais pas de date encore. Donc là, c'est un jeu de combat spatial, hein, en vue à la première personne. Et chronologiquement, ça se déroule après l'épisode 3, donc le retour des Jedi. Épisode 3, la première trilogie, donc l'épisode 6 en tout. Donc, où les pilotes de la Nouvelle République doivent se battre contre les derniers escadrons de l'Empire qui restent dans la galaxie. Donc, à noter que sur PC et PS4, il existe en mode VR. Donc, ça devrait pas être mal en VR. Hein. Bon, je vais me tâter ça quand j'aurai le temps. Un coucou à France. Et justement, France, on en reparle. On en avait parlé quand il était venu me voir. De la licence Brothers in Arms. Donc là, j'ai trouvé un pack Wii qui regroupe les deux jeux dans un four au carton qui s'appelle Double Time. Donc sorti en 2008 sur la Wii et sur Mac aussi en 2010. Donc c'est une compilation des deux jeux qui étaient sortis sur la génération PS2 Xbox. Donc on a le Road to Wheel 30 et le Earned in Blood. Donc ils sont sortis tous les deux en 2005. Donc c'est un pack qu'on voit pas forcément souvent. Moi je l'avais jamais vu. Donc ça a été développé par Gearbox Software. Donc c'est le studio américain qui a été créé en 99. Et c'est eux qui avaient été connus pour avoir signé l'accord avec 3D Realms pour la réalisation pour pouvoir sortir le Duke Nukem Forever. Donc on leur doit le Opposing Force sur PC, Half-Life. Ils ont collaboré avec Bungie aussi, Bungie pour le Halo sur Xbox. Et aussi, c'est eux qui font la série Borderlands. Donc c'est édité par Ubisoft. Donc c'est un FPS tactique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on doit diriger son équipe de soldats en plaçant ses hommes, en donnant des ordres.
Donc c'est vraiment de la tactique. Donc faut déplacer ses hommes à des endroits stratégiques. Alors c'est jouable exclusivement Wiimote et Nunchuk, malheureusement. Et apparemment ça serait basé sur des histoires vraies. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils nous ont changé les jaquettes par rapport aux versions PS2. Bon, après, quelle est la meilleure j'aime bien celle-là, elles sont sympas. C'est peut-être les jaquettes originales, version US ou Jap. Donc ça peut être sympa à avoir la manipulation avec la Wiimote. Ensuite, un classique sur 3DS. Donc une exclue 3DS sortie en 2013, le Legend of Zelda A Link Between Worlds. Donc développé par Nintendo EAD, donc EAD, donc qui veut dire Entertainment Analysis and Development. Donc c'est un studio japonais qui est interne à Nintendo, qui a été créé en 83 et qui a été changé en 2015 après avoir fusionné avec un autre studio de Nintendo. Donc c'est édité par Nintendo. Hein. Donc c'est un opus qui se déroule dans le même monde que Link to the Past. Donc le jeu dispose d'un monde parallèle. Alors ce qui est marrant, c'est que le monde parallèle s'appelle Lorule, au lieu d'Hyrule. Et la princesse, elle se nomme Hilda, au lieu de Zelda, bien sûr. Et donc Link va pouvoir passer d'un monde à l'autre en traversant des fissures dans certains murs du jeu. Donc pareil, une belle cover un peu dorée. J'aime bien cette décoration. Là c'est pareil, ils ont fait un effort aussi. Et à l'intérieur, le VIP qui n'est pas gratté. Et on peut remarquer qu'il y a une jaquette réversible. Donc qui est très sympa aussi celle-là. C'est vraiment cool quand ils font des efforts comme ça d'édition. Même si c'est une édition standard, ils font quand même des efforts de décoration et de... Une très belle jaquette. Hein. Et enfin le dernier, donc on complète la série Tortue Ninja encore sur DS. Donc le Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Mutant Nightmare, donc était sorti en 2005 également sur PS2, Xbox et GameCube. Donc là c'est là qu'il coûte une blinde sur GameCube. Donc développé par Konami, développé et édité d'ailleurs par Konami. Et bon bah c'est un des meilleurs Konami, hein, un des meilleurs éditeurs et développeurs qu'on connaît tous. Donc pour pas changer, bah, c'est un beat'em all, comme d'hab. Donc là ils ont gardé un peu la touche old school en 2D. Donc on peut dire merci à Konami. Donc c'est inspiré de la série animée qui était diffusée début 2000. Au graphisme un petit peu plus badass que ce qu'ils ont fait par la suite. Donc franchement, vraiment, les jeux Tortue Ninja, ça joue vraiment en 2D, quoi. Les opus en 3D, c'est vraiment pas ouf. Donc à noter, le pavé de notice, tout en couleur. Et le petit artwork qu'ils ont fait derrière. Bien badass. C'est comme ça qu'on aime les Tortues Ninja. Ils sont pas là pour rigoler. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la partie numéro 3 d'octobre. Et je vous dis à plus, salut!